Je m'appelle Éléonore V, j'ai 34 ans. Je ne suis pas revenu pour eux. Je suis revenu pour moi-même. Mais si je suis honnête, une partie de moi voulait qu'ils voient exactement ce qu'ils avaient rejeté. En grandissant, j'ai appris très tôt que l'amour, dans ma famille, n'était pas quelque chose que l'on vous donnait, c'était quelque chose pour lequel il fallait se battre. Et j'ai perdu cette compétition le jour où ma petite sœur, Ambre, est née. Elle était tout ce qu'il voulait, créative, charmante, talentueuse sans effort. Moi, j'étais la pratique, la responsable, le plan de secours, celle qui trouvait toujours une solution. Je me souviens encore de ce jour, à 19 ans, debout dans le salon, tenant ma lettre d'admission à Sciences Po Paris comme si c'était la preuve que j'existais enfin. J'avais travaillé dur pour ça, fait des sacrifices, j'en avais rêvé. Pendant un instant, j'ai cru que ce serait enfin suffisant. Mais mes parents n'avaient même pas l'air fiers. « Éléonore, assieds-toi » a dit mon père, d'une voix trop calme, trop répétée. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi s'est brisé. « Nous avons utilisé ton épargne-études » a dit ma mère, comme si elle commentait la météo. Ambre a été acceptée dans un programme artistique prestigieux à Paris, c'est sa chance. Sa chance, pas la mienne. Je me souviens du silence qui a suivi, de la façon dont mes mains se sont engourdies sur la lettre. Je leur ai demandé s'ils étaient sérieux, si tout avait disparu, et ils ont hoché la tête comme si c'était la chose la plus logique au monde. « Tu peux faire un prêt étudiant » a ajouté mon père, « tu t'en sortiras. » Je n'allais pas bien, mais je n'ai pas discuté. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas supplié. Quelque chose de plus froid que la colère s'est installé dans ma poitrine ce jour-là. Quelque chose de définitif. Cette nuit-là, j'ai emballé tout ce que je possédais dans ma vieille voiture et je suis parti. Pas d'adieu, pas un regard en arrière, et personne n'est venu me chercher. Lyon est devenu mon champ de bataille. J'ai dormi dans ma voiture les premières nuits, je me douchais dans les stations-service, je prenais tous les boulots que je pouvais trouver, serveuse le matin, saisie de donner l'après-midi, plongeuse le soir. Certains jours je mangeais, d'autres non. Et peu importe à quel point c'était dur, je refusais de les appeler parce que je savais déjà ce que je représentais pour eux, rien. Les seules nouvelles que je recevais concernaient Ambre, ses expositions, ses relations, son avenir brillant. C'était comme si j'avais été entièrement effacé de leur vie. Pas d'appel, pas de message, pas de questions, pas même une seule fois. Mais j'ai survécu. Plus que ça, j'ai construit quelque chose. Lentement, douloureusement, pièce par pièce, je me suis extirpé du gouffre où ils m'avaient laissé. J'ai fini mes études, j'ai décroché un poste de débutante, je restais tard, je travaillais plus dur que tout le monde et je continuais à avancer. C'est là que j'ai rencontré Julien. Au début, il me semblait stable, quelqu'un qui me voyait vraiment. Il était intelligent, attentionné, facile à vivre. Pendant un temps, je me suis autorisé à croire que j'avais enfin trouvé quelque chose de vrai. Nous nous sommes mariés vite, peut-être trop vite. Et puis il y a eu Étienne, mon fils. La seule personne qui m'ait jamais fait sentir que j'avais réussi quelque chose. Pendant un moment, la vie semblait normale, sur même, jusqu'au soir où j'ai trouvé les messages. Des SMS tardifs, des conversations cachées, une stagiaire de 22 ans qui avait apparemment besoin de beaucoup plus de conseils que ce que son contrat exigeait. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai mis ses affaires dans des sacs poubelles, je les ai laissés devant la porte et je lui ai dit qu'il pouvait partir avec ou sans sa dignité, c'était son choix. Il est parti. Et juste comme ça, c'était Étienne et moi contre le monde entier. Et honnêtement, ça suffisait. Ces 8 dernières années, j'ai tout construit autour de lui. Chaque promotion, chaque nuit blanche, chaque sacrifice, c'était pour nous. C'est un enfant brillant, doux, du genre à remarquer quand vous êtes fatigué et à s'asseoir silencieusement à côté de vous sans poser de questions. Chaque soir, peu importe mon épuisement, je lui lisais une histoire avant de dormir, peu importe qu'il sache lire tout seul, c'était notre rituel, notre constante. J'ai acheté une maison l'année dernière, 4 chambres, un bon quartier, de bonnes écoles. Pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression de contrôler les choses, d'avoir enfin gagné. Et puis le téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai failli ignorer l'appel. Éléonore, c'est ta mère. 15 ans. 15 ans de silence, et soudain elle se souvenait de mon numéro. Tu dois rentrer, a-t-elle dit,
sa voix tremblant juste assez pour paraître sincère. Ton père a fait une crise cardiaque. Je l'ai ressenti juste une seconde, cette lueur d'inquiétude, cet instinct qu'on ne peut pas éteindre, peu importe les efforts. Mais elle a marqué une pause. Nous allons perdre la maison. Et c'était là. Pas de l'inquiétude, pas une réconciliation, mais un besoin. Je me suis adossé à ma chaise, fixant le vide alors que les pièces du puzzle s'assemblaient. Ils ne m'appelaient pas parce que je leur manquais, ils n'appelaient pas parce qu'ils s'en souciaient, ils appelaient parce qu'ils avaient encore besoin de quelque chose. Je suis désolé pour papa, ai-je dit, et à ma propre surprise, je le pensais vraiment, mais je ne vois pas ce que cela a à voir avec moi. S'il te plaît, a-t-elle chuchoté, viens seulement, on t'expliquera tout. J'aurais dû raccrocher, j'aurais dû m'éloigner comme je l'avais fait 15 ans plus tôt, mais quelque chose m'a retenu. Peut-être la curiosité, peut-être la colère, ou peut-être le besoin de me tenir enfin devant eux, non pas comme la fille qu'ils avaient méprisée, mais comme la femme qui n'avait plus besoin d'eux. Ce soir-là, après qu'Étienne se soit endormi, je me suis assise dehors à regarder le ciel, retournant la décision dans ma tête. Justine m'a répondu presque instantanément quand je lui ai envoyé un message, ils veulent juste quelque chose, tu ne leur dois rien. Elle n'avait pas tort, mais le regret est une chose étrange, il s'insinue par des fissures dont on ignorait l'existence. Et si je n'y allais pas et qu'il arrivait quelque chose à mon père? Et si c'était la dernière chance que j'avais de les affronter? Ou pire, et si je ratais la chance de leur montrer enfin qui j'étais devenu sans eux? Le lendemain matin, j'ai pris ma décision. J'ai fait nos valises, j'ai dit à Étienne que nous faisions un petit voyage. Il n'a pas posé trop de questions, il a juste souri comme il le fait toujours quand nous partons quelque part tous les deux. Où allons-nous? A-t-il demandé à mi-chemin. J'ai hésité. Nous allons rencontrer tes grands-parents. Les mots semblaient étrangers, comme s'ils ne m'appartenaient pas. Tu as des parents? A-t-il dit doucement, essayant de comprendre quelque chose qui n'avait jamais existé dans son monde. Oui, il en avait, il n'avait simplement jamais eu assez d'intérêt pour vouloir le connaître. En arrivant devant la maison, je l'ai à peine reconnu. La peinture s'écaillait, la pelouse était en friche. L'endroit qui semblait autrefois intouchable paraissait maintenant fatigué, brisé. Ma mère a ouvert la porte avant même que nous frappions. Pendant une seconde, je ne l'ai presque pas reconnu, le temps n'avait pas été clément. Mais au moment où ses yeux se sont posés sur Étienne, tout a changé. Le choc, un vrai choc, et autre chose que je ne pouvais pas tout à fait nommer. Voici mon fils, ai-je dit, posant ma main sur son épaule, Étienne. Et juste comme ça, ils ont souri comme si les 15 dernières années n'avaient jamais existé, comme s'ils en avaient le droit. Je les ai observés attentivement, chaque mot, chaque expression, chaque chaleur forcée. Des acteurs, tous autant qu'ils étaient. Et en entrant de nouveau dans cette maison, j'ai réalisé quelque chose. Je n'étais pas revenu pour tourner la page, j'étais revenu pour prendre le contrôle. Et cette fois, je n'allais pas repartir les mains vides. Dès que j'ai mis le pied dans cette maison, le passé m'a assailli de toutes parts, le même couloir étroit, les mêmes photos de famille décolorées, la même odeur de vieux meubles et d'air renfermés. C'était comme si le temps avait avancé pour moi mais avait simplement pourri ici pour eux. Ma mère tournait autour d'Étienne, lui demandant s'il avait faim, s'il aimait les biscuits, s'il faisait du sport. Mon père se tenait près de l'entrée avec une canne, le regardant avec un mélange étrange d'émerveillement et de regret. Je pouvais presque entendre les pensées qu'ils avaient trop honte de formuler à haute voix, disant, ils avaient un petit-fils depuis 10 ans et ne connaissaient même pas sa couleur préférée. Pouvons-nous sauter la comédie? Ai-je demandé, je n'ai pas fait toute cette route pour ça. La chaleur sur le visage de ma mère s'est évaporée si vite que c'en était presque impressionnant. Elle nous a fait signe de nous asseoir au salon, et Étienne s'est installé sur le canapé à côté de moi, calme, observateur, il percevait toujours la tension avant même qu'un mot ne soit prononcé. J'ai posé ma main sur son genou, en partie pour le rassurer, en partie pour me stabiliser moi-même. Mon père s'est raclé la gorge. Ambre a contracté un prêt professionnel l'année dernière, elle voulait ouvrir un studio de design. Je n'ai rien dit. Ça a échoué, a ajouté ma mère rapidement, comme si le dire plus vite le rendait moins pathétique. Elle avait des investisseurs au début, mais les choses ont capoté, les loyers ont pris du retard, les fournisseurs n'ont pas été payés, elle était sous une telle pression. Sous pression. Ambre avait toujours ce langage élégant pour enrober ses désastres.
quand j'étais sous pression à 19 ans, je dormais dans une voiture et je finissais les restes des assiettes d'inconnus. Quand Ambre était sous pression, toute la famille hypothéquait son avenir pour amortir sa chute. Alors vous avez hypothéqué la maison? Ai-je dit. Aucun des deux n'a répondu immédiatement, ce qui était une réponse en soi. Mon père a baissé les yeux. Nous pensions que ce serait temporaire, juste de quoi l'aider à s'installer, nous croyions qu'une fois le studio lancé, elle nous rembourserait. Mais ça n'a pas été le cas, ai-je dit. Les doigts de ma mère se tordaient nerveusement. Maintenant, la banque réclame 200 000 € dans 2 semaines, sinon ils saisissent la maison. C'était là, net, brutal, exactement ce à quoi je m'attendais. La vérité est allée comme une facture sur la table, attendant que je décide si j'allais payer ou non. Puis mon père a levé les yeux vers moi. Ce n'est pas grand-chose pour toi maintenant, n'est-ce pas, Éléonore? Pendant une seconde, je n'ai plus pu respirer. L'audace de cette phrase. Pas d'excuses, pas de honte, pas de reconnaissance de ce qu'il m'avait fait. Juste une exigence déguisée en sans pratique, comme si ma réussite avait effacé tous les dommages qu'ils avaient causés. Avant que je ne puisse répondre, la porte d'entrée s'est ouverte et Ambre est entrée. Certaines personnes s'effondrent quand la vie les frappe, mais ma sœur parvenait à avoir l'air de sortir d'une publicité pour des soins de luxe, cheveux parfaits, manteau crème, bijoux dorés, rouge à lèvres impeccable. Si je n'avais pas su qu'elle se noyait, j'aurais cru qu'elle arrivait pour un brunch. Tiens donc, a-t-elle dit en balayant la pièce du regard avant de fixer sur moi un sourire lent et amusé, regarde qui s'est enfin rappelé où se trouve la maison. Étienne a bougé à côté de moi, je l'ai senti se tendre avant moi. Les yeux d'Ambre se sont tournés vers lui. Et tu as emmené ton gamin. Ma mâchoire s'est serrée. Il s'appelle Étienne. Elle a eu un petit haussement d'épaule et a jeté son sac sur une chaise. Alors, c'est quoi le plan? Tu es là pour sauver la famille ou juste pour regarder la maison s'écrouler? Il y avait toujours quelque chose de théâtral chez Ambre, même dans la cruauté. Elle savait où viser, comment sourire tout en remuant le couteau dans la plaie. Elle avait passé toute notre enfance à le faire par petites touches, puis elle s'effaçait pendant que je passais pour la colérique parce que je saignais. Je suis là pour comprendre la situation, ai-je dit. La situation, a-t-elle répété avec un rire, c'est que papa et maman sont sur le point de tout perdre parce qu'ils m'ont aidé quand j'en avais besoin, et maintenant, la grande machine corporative de Lyon va décider s'ils survivent ou non. Je l'ai fixé. Machine corporative? C'est drôle, il me semble me souvenir qu'un autre enfant a reçu tout l'or de cette famille. Ma mère a tressailli, mon père a détourné le regard. Le sourire d'Ambre s'est aminci. Oh, on recommence avec ça, a-t-elle dit, toujours obsédée par ton école? Mon Dieu, Éléonore, ça fait 15 ans. Obsédée. Ce mot m'a presque fait rire. Comme si voir son avenir voler était une rancune puérile que j'aurais dû dépasser, comme si la faim, l'humiliation, la solitude et les dettes n'étaient que des phases que j'aurais dû apprendre à romantiser. 15 ans, ai-je dit doucement, et pas une seule fois l'un d'entre vous ne m'a appelé juste pour demander si j'étais en vie, pas une fois. Mais maintenant, soudainement, j'ai de l'importance parce qu'il y a un prix affiché sur ma tête. La pièce est devenue silencieuse. Étienne m'a regardé, confus par la dureté de ma voix. J'ai adouci mon ton en parlant de nouveau, surtout pour lui. Je ne prendrai aucune décision aujourd'hui. Ma mère s'est penchée en avant. S'il te plaît, Éléonore, nous n'avons pas le temps. Vous auriez dû penser au temps avant de passer 15 ans à prétendre que je n'existais pas. Ambre a croisé les bras. Et alors? Tu vas les punir? Les faire ramper? C'est ça que tu veux? Je me suis levé lentement. Non, ce que je veux, c'est refuser d'être coincé dans cette maison et culpabilisé pour réparer un énième désastre causé par tes mauvais choix. Son visage s'est durci instantanément. Tu t'es toujours cru meilleur que moi. Non, ai-je dit, j'ai juste dû survivre sans être la préférée de personne. Ça a fait mouche. J'ai vu dans son regard, non plus de la colère pendant une seconde, mais de la méfiance, comme si, sous toute sa vanité et son venin, elle savait exactement ce que je voulais dire. Je leur ai dit que j'avais besoin de 3 jours, que je logerais à l'hôtel avec Étienne et que je leur ferais part de ma décision quand je serais prête. Ma mère a tenté de protester, mon père avait l'air de vouloir dire quelque chose de paternel et de sage, mais il ne restait rien en lui en quoi j'avais confiance.
Ambre a juste levé les yeux au ciel et a sorti son téléphone, déjà ennuyée maintenant qu'elle ne contrôlait plus la pièce. En guidant Étienne vers la porte, il a jeté un dernier regard sur eux trois. J'ai suivi son regard et j'ai vu quelque chose que je n'avais pas perçu clairement auparavant, ils n'étaient pas puissants, ils n'étaient pas imposants, ils étaient désespérés, fracturés, gravitant toujours autour d'Ambre comme si le reste du monde lui devait une énième chance. Dans la voiture, Étienne a attaché sa ceinture et est resté silencieux une minute, puis il a demandé « Maman, est-ce que ce sont des gens gentils ?» J'ai regardé la maison dans le rétroviseur, puis mon fils. « Non, ai-je dit honnêtement, mais ça ne veut pas dire que je dois devenir cruel. Ce que je n'ai pas dit, c'est que la merci a un prix, et pour la première fois de ma vie, je commençais à comprendre que si je les aidais, ce ne serait jamais en tant que leur fille, mais seulement en tant que la femme qui tient le stylo quand les conditions sont rédigées. Ce soir-là, après qu'Étienne se soit endormi dans le lit de l'hôtel, je me suis assise près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville, rejouant chaque mot, chaque regard, chaque réaction. Je pensais que je ressentirais quelque chose de clair, de la colère, de la satisfaction, peut-être même de l'apaisement. Au lieu de cela, c'était le désordre, une guerre silencieuse dans ma tête entre la fille qui avait été abandonnée et la femme qui avait tout construit sans eux. J'ai appelé Justine. Elle a décroché à la deuxième sonnerie. « Dis-moi que tu ne leur as pas déjà fait un chèque. » J'ai expiré bruyamment. « Pas encore. »« Tant mieux, » a-t-elle dit immédiatement, « parce que si tu le fais, je prends le premier train juste pour t'en empêcher. » J'ai failli sourire, Justine avait toujours été comme ça, tranchante, directe, impossible à manipuler, c'est probablement pour ça qu'elle était devenue une si bonne avocate en droit immobilier. « Ils ont besoin de 200 000 € dans 2 semaines, ai-je dit, sinon la banque prend la maison. Et ils s'attendent à ce que tu les sauves, tout simplement. » Évidemment. Elle est restée silencieuse une seconde. « Et tu l'envisages ?» Je suis sorti sur le petit balcon, l'air frais effleurant ma peau. « Pas pour eux, ai-je dit lentement, mais si je n'aide pas et qu'il arrive quelque chose, je ne sais pas si je pourrais vivre avec ça. » Justine n'a pas répondu tout de suite. Quand elle a repris la parole, sa voix avait changé, moins de jugement, plus de stratégie. « Alors ne les aide pas, » a-t-elle dit, « contrôle la situation. » Je me suis appuyé contre la rambarde. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » « Rachète la maison, » a-t-elle dit, purement et simplement, « mets-la à ton nom. Il reste, mais en tant que locataire, fixe des conditions de remboursement claires. S'il respecte les termes, tant mieux, sinon, tu gardes la propriété. » Le silence s'est étiré entre nous. C'était parfait. Pas émotionnel, pas impulsif, pas quelque chose qu'il pourrait transformer en un autre sacrifice, c'était net, structuré, contrôlé. Pour la première fois depuis cet appel, j'ai senti quelque chose s'apaiser en moi, le pouvoir. Il garde un toit, a continué Justine, tu gagnes une sécurité et surtout, Ambre n'aura plus l'occasion de couler tout le monde avec elle. J'ai laissé échapper un long soupir. Prépare le contrat. Je m'en occupe déjà, a-t-elle répondu, comme si elle n'attendait que ça. Les 3 jours suivants ont été étranges. J'ai emmené Étienne visiter la ville, les quais, les vieux bâtiments, des petits cafés avec trop de sucre dans les desserts et pas assez de chaises. Il riait, courait devant moi, posait des questions sur tout. Pour lui, c'était juste un voyage, une pause dans la routine, quelque chose de nouveau. Pour moi, chaque instant était scindé en deux, une moitié de moi était présente avec lui, souriante, attentive, et l'autre moitié était ailleurs, dans cette maison, dans ces années passées, dans la version de moi qui aurait tout fait juste pour avoir l'impression de compter. La nuit, quand Étienne dormait, je relisais le contrat que Justine m'avait envoyé. Chaque clause, chaque condition, chaque ligne montrait clairement qu'il ne s'agissait pas de charité, mais d'une transaction. Et c'était peut-être la seule façon pour moi d'y survivre. Le 3e jour, je n'ai pas hésité. Justine m'a rejointe devant la maison de mes parents cet après-midi-là, vêtue de son habituel style strict et efficace, un dossier sous le bras. Elle m'a jeté un regard et a hoché la tête. « Tu es prête ?» J'ai regardé la maison. Je suis prête depuis 15 ans. À l'intérieur, rien n'avait changé. Mes parents étaient assis au salon exactement là où je les avais laissés. Les mains de ma mère étaient serrées si fort que ses articulations étaient blanches. Mon père semblait plus petit, comme si le poids de tout ça l'avait physiquement écrasé. Ambre était affalée dans un fauteuil, faisant défiler son téléphone,
totalement détachée jusqu'à ce qu'elle voie Justine. « C'est quoi ça ?» a-t-elle demandé en se redressant. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je suis entré dans la pièce, je me suis assise face à eux et j'ai laissé le silence s'étirer juste assez pour les mettre mal à l'aise. J'ai pris ma décision, ai-je dit. Justine s'est avancée et a posé le contrat sur la table basse. Je vais payer les 200 000 €, ai-je continué, la maison sera transférée à mon nom. Ma mère a laissé échapper un soupir tremblant, le soulagement inondant son visage si vite que c'en était presque douloureux à voir. Mais je n'avais pas fini. Vous pourrez continuer à vivre ici, ai-je dit calmement, mais en tant que locataire. C'est là que l'ambiance a changé. L'expression de mon père s'est figée, le soulagement de ma mère a faibli et Ambre a explosé. Tu plaisantes ? A-t-elle lancé en bondissant sur ses pieds, tu vas les faire payer pour vivre dans leur propre maison ? Je ne l'ai pas regardé, pas encore. Pour récupérer la propriété, ai-je continué d'une voix ferme, vous devrez rembourser la totalité de la somme sous 5 ans. Si vous le faites, la maison vous revient. Sinon, elle reste mienne. Silence pesant, écrasant, définitif. Puis Ambre a ri, mais d'un rire sans aucune joie. C'est de la folie, c'est du pur délire. Quel genre de personne fait ça ? Je me suis enfin tourné vers elle. Le genre de personne qui a appris à la dure ce qui arrive quand on donne tout et qu'on ne reçoit rien en retour. Son sourire est retombé. Tu les punis, a-t-elle dit. Non, j'ai répondu, je me protège. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. Éléonore, s'il te plaît, nous sommes une famille. Ce mot résonnait différemment cette fois, non pas parce qu'il signifiait quelque chose, mais parce qu'il était vide. La famille ne semblait pas compter quand j'avais 19 ans, ai-je dit doucement. Mon père a bougé sur son siège, la voix basse, nous avons fait des erreurs. C'est une façon de voir les choses, a ricané Ambre, oh mon Dieu, passe à autre chose. Tu as construit ta petite vie parfaite, félicitations, pourquoi es-tu encore si amère ? Je me suis levé lentement, le poids de chaque année passée pesant dans mes paroles, parce que je me souviens de ce que ça a coûté. La pièce est redevenue silencieuse. Justine a poussé le contrat un peu plus en avant. Vous avez 2 choix, signer, ou laisser la banque saisir la maison dans 2 semaines. Ambre a regardé mes parents, attendant qu'ils protestent, qu'ils la défendent, qu'ils refusent. Mais ils ne l'ont pas fait. Mon père a tendu une main tremblante. Nous acceptons, a-t-il dit. Ambre l'a dévisagé comme si elle ne le reconnaissait pas. Papa ? On n'a pas le choix, a-t-il dit doucement. Et juste comme ça, c'était fait. 2 semaines plus tard, la maison était à moi, légalement, complètement, irrévocablement. Je m'attendais à ressentir quelque chose de plus grand, une victoire, une vengeance, un apaisement. Mais en tenant les papiers finaux, tout ce que j'ai ressenti, c'était du calme, comme si une porte s'était enfin fermée. Je suis retourné à Lyon avec Étienne, reprenant ma vie comme si rien n'avait changé. Mais quelque chose avait changé, pour la première fois, je n'étais pas celle qu'on écartait, je n'étais pas celle qu'on utilisait, et je n'étais pas celle qui repartait les mains vides. J'aurais dû savoir que ça ne resterait pas aussi simple parce qu'avec Ambre, ça ne l'est jamais. Environ un mois plus tard, j'ai décidé de faire une visite surprise. Je ne les ai pas prévenus, je n'ai pas appelé, quelque chose au fond de moi me taraudait, le même instinct qui m'avait poussé à répondre à ce numéro inconnu des semaines plus tôt. Et j'ai appris avec les années à ne pas ignorer ce sentiment. Étienne était resté à Lyon avec une amie pour le week-end. Je m'étais dit que c'était juste un rapide contrôle, rien de grave. J'aurais dû m'en douter. Dès que je me suis engagé dans l'allée, j'ai remarqué quelque chose de bizarre, il y avait une moto garée de travers près du garage, vieille, rayée, certainement pas celle de mon père. Je suis resté dans la voiture une seconde, à la fixer, sentant déjà cette tension familière monter dans ma poitrine. Je suis sorti, j'ai marché jusqu'à la porte et j'ai frappé. Pas de réponse. J'ai attendu, puis frappé plus fort. Toujours rien. Alors j'ai sorti ma clé et je suis entré. L'odeur m'a frappé en premier, forte, épaisse, indéniable, du cannabis. Je me suis figé juste après le seuil, la main encore sur la poignée. Puis j'ai entendu des rires venant de la cuisine, bruyants, insouciants, comme si cet endroit leur appartenait. J'ai suivi le bruit. Ma mère était devant la cuisinière, mon père assis à la table,
et Ambre était accoudée au plan de travail comme si elle n'était jamais partie. Et à côté d'elle, un homme que je n'avais jamais vu, des tatouages sur tout le bras, les cheveux attachés en chignon lâche, une cigarette électronique dans une main comme si c'était un prolongement de lui-même. Il m'a regardé comme si c'était moi qui n'étais pas à ma place. Ma mère a sursauté en me voyant. « Éléonore, on ne savait pas que tu venais. » Visiblement, ai-je dit, les yeux fixés sur lui, c'est qui? Ambre a ricané, se décollant du plan de travail pour passer un bras autour de lui comme si elle présentait un trophée. C'est Romain, mon petit ami. Romain m'a dévisagé de haut en bas comme s'il évaluait quelque chose qu'il ne respectait pas. Alors, c'est toi la fameuse sœur, a-t-il dit, celle qui a le gros boulot et l'ego qui va avec. Je l'ai ignoré. Je n'ai pas donné mon accord pour ça, ai-je dit en me tournant vers ma mère, qu'Ambre Vivici était déjà limite, maintenant elle amène quelqu'un d'autre dans ma maison. C'est temporaire, a dit ma mère rapidement, sa voix suppliante, ils essaient juste de se remettre sur pied, Romain est entre deux boulots. Évidemment qu'il l'est, ai-je coupé. Les yeux d'Ambre ont lancé des éclairs. Ne commence pas. Non, ai-je dit calmement, soyons clairs, je n'ai pas acheté cette maison pour que vous la transformiez en je ne sais quoi. Romain a ricané, s'adossant de nouveau. Relax, on ne fait pas la fête tous les soirs non plus. L'odeur dans l'air disait le contraire. Je me suis avancé plus loin dans la cuisine, ma voix stable mais tranchante. Vous avez 2 semaines. Ambre a cligné des yeux. Quoi? Toi et lui, ai-je dit, 2 semaines pour trouver un autre endroit où vivre. Romain s'est redressé, son expression changeant. Tu ne peux pas nous virer, c'est leur maison. Non, ai-je dit, croisant son regard pour la première fois, ça ne l'est pas. Un silence pesant est tombé sur la pièce. C'est la mienne. Les mots ont porté exactement comme je le voulais. Ambre a ri, mais sans aucun humour. Tu es incroyable, tu crois qu'un bout de papier fait de toi la reine de tout? Non, ai-je dit, je pense que ça fait de moi la propriétaire. Romain s'est décollé du plan de travail et a fait un pas vers moi, trop près. Tu crois vraiment que tu peux débarquer ici et commencer à donner des ordres? Je ne donne pas d'ordre, ai-je répondu, j'impose des limites. Son haleine sentait la fumée et quelque chose d'aigre. Je n'ai pas bougé. Vous avez 2 semaines, ai-je répété. Cette nuit-là, je suis resté, non pas parce que je le voulais, mais parce que je n'avais pas confiance en ce qui se passerait si je partais. Je suis monté dans la chambre d'amis, j'ai installé mon ordinateur, j'ai essayé de me concentrer sur mon travail. Mais chaque bruit en bas, les rires, le tintement des bouteilles, la façon désinvolte dont ils se déplaçaient dans la maison me ramenait à la réalité, ce n'était pas temporaire, c'était un sentiment de toute-puissance. Vers minuit, je suis sorti dans le couloir pour aller à la salle de bain. C'est là qu'il m'a coincé, Romain. Il s'est planté devant moi sans prévenir, bloquant l'espace étroit. L'odeur m'a frappé à nouveau, plus forte cette fois. Tu te crois mieux que tout le monde, n'est-ce pas? A-t-il dit, sa voix basse et pâteuse. J'ai essayé de le contourner, il n'a pas bougé. Pousse-toi, ai-je dit. Il s'est penché plus près au contraire. Maman solo avec un poste prestigieux, a-t-il continué, je parie que tu n'en es pas arrivé là en étant gentille. J'ai ressenti alors cette colère vive et familière, celle que j'avais appris à enfouir sous le contrôle, la discipline et des années de survie sans réaction. Mais il a continué, tu as probablement dû coucher pour réussir, a-t-il ajouté avec un rictus. J'ai soutenu son regard fixement. Sors de mon chemin. Ou quoi? A-t-il provoqué? Puis il a souri. Peut-être que je vais rester plus longtemps, a-t-il ajouté, ton gamin a l'air sympa, ce serait dommage qu'il prenne de mauvaises habitudes. Tout en moi s'est mis en place, non pas le chaos, mais la clarté. Je l'ai poussé brusquement, assez fort pour qu'il percute le mur. Dis encore un mot sur mon fils, ai-je dit, ma voix froide et précise, et je m'assurerai que tu le regrettes. Pour la première fois, il a hésité. C'est bien, 2 semaines, ai-je répété, pas un jour de plus. Je suis retourné dans ma chambre, j'ai fermé la porte et j'ai immédiatement pris mon téléphone. Justine, ai-je dit quand elle a décroché, j'ai besoin des papiers d'expulsion pour les 2. Il y a eu une pause à l'autre bout du fil. Maintenant, ai-je ajouté, parce que cette fois, je n'attendais pas que les choses empirent, cette fois, j'y mettais fin avant qu'elle n'en ait l'occasion.
Je pensais que signifier les papiers d'expulsion serait la fin de l'histoire, j'avais tort. Le lendemain matin, je suis parti avant que quiconque ne s'éveille, je ne voulais pas d'une autre confrontation, je ne voulais pas gaspiller d'énergie dans des disputes stériles. J'avais déjà dit ce qui devait l'être, maintenant c'était juste une question d'application. Le temps que je revienne à Lyon, j'ai essayé de reprendre mon rythme, travail, Étienne, routine, les choses qui comptaient vraiment. Mais la paix ne dure pas quand des gens comme Ambre se sentent acculés. Ça a commencé par quelques messages, d'anciens camarades de classe, des parents éloignés, même quelqu'un dont je me souvenais à peine d'un ancien job. Et, tout va bien? J'ai vu un truc en ligne, je voulais prendre des nouvelles, tu devrais regarder ce que ta sœur a posté. Au début, j'ai ignoré. Puis mon téléphone n'a cessé de vibrer, encore et encore. Je suis sorti d'une réunion, j'ai fermé la porte de mon bureau et j'ai ouvert les réseaux sociaux. Et elle était là, Ambre, au premier plan. Une photo de moi et d'Étienne, une vieille photo dont je ne me souvenais même pas. Postée publiquement avec une longue légende, voici ma sœur, Éléonore V, la femme qui a abandonné sa famille pendant 15 ans, puis est revenue juste à temps pour voler la maison de nos parents. Maintenant, elle menace de les mettre à la rue s'ils ne la remboursent pas comme des locataires, tout en vivant confortablement et en prétendant être une sorte d'héroïne. Aussi, pour info, son fils est pratiquement élevé par des étrangers pendant qu'elle court après sa carrière. Mais bien sûr, c'est elle la victime. J'ai fixé l'écran, ma vision se rétrécissant. Ce n'était pas juste des mensonges, c'était ciblé, calculé, cruel. Les commentaires étaient pires, des gens s'acharnaient, des inconnus se forgeant une opinion sur une version de l'histoire conçue pour me faire passer pour une méchante. Certains identifiaient mon lieu de travail, d'autres demandaient comment quelqu'un comme moi pouvait même avoir un emploi. Mais rien de tout cela ne m'a frappé aussi fort qu'une chose, le visage d'Étienne. Elle avait utilisé sa photo sans permission, elle l'avait traîné là-dedans. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Puis un autre. Un autre encore. Je n'ai répondu à aucun. Puis il a sonné de nouveau, l'école d'Étienne. Mon cœur a lâché. J'ai répondu immédiatement. Bonjour, Madame V, c'est Madame Rodriguez du secrétariat, a dit la voix, calme mais prudente. Étienne est ici avec nous, il est bouleversé, des élèves lui ont montré quelque chose en ligne. Pendant une seconde, tout est devenu silencieux. J'ai attrapé mes clés sans réfléchir. J'arrive. Le trajet a semblé plus long qu'il ne l'était, chaque feu rouge me semblait personnel, chaque seconde s'étirait trop. Quand je suis arrivé, il était assis dans le bureau du conseiller, petit, silencieux, les yeux rouges. Il a levé les yeux quand je suis entré. Maman. C'était tout, juste un mot, et ça a brisé quelque chose en moi. J'ai traversé la pièce en quelques secondes et je l'ai pris dans mes bras. Il s'est agrippé plus fort que d'habitude, comme s'il avait besoin de s'assurer que j'étais toujours là. Pourquoi tante Ambre dit ces choses sur nous? A-t-il demandé doucement. J'ai fermé les yeux un instant. Comment explique-t-on une chose pareille à un enfant de 10 ans? Comment expliquer la jalousie, le ressentiment, des années de dommages non résolus, le tout enveloppé dans quelque chose de moche et de public? Elle est en colère, ai-je fini par dire, et parfois, quand les gens sont en colère, ils disent des choses qui ne sont pas vraies. Il s'est reculé légèrement, me regardant. Elle a dit que tu étais une mauvaise maman. C'était là, la partie qui comptait. J'ai pris son visage doucement entre mes mains pour qu'il me regarde bien. Est-ce que tu penses que je suis une mauvaise maman? Il a secoué la tête immédiatement. Non, tu es la meilleure. Alors c'est tout ce qui compte, ai-je dit, et je le pensais. Mais cela n'a pas empêché la colère de monter dans ma poitrine. Je l'ai ramené à la maison, je me suis assuré qu'il allait bien, je suis resté avec lui jusqu'à ce qu'il se calme. Puis j'ai appelé Justine. Je veux qu'il parte, ai-je dit dès qu'elle a décroché. Tous? Mes parents restent, ai-je dit rapidement, mais Ambre et Romain, fini d'attendre. Justine n'a pas discuté. Donne-moi quelques heures, je prépare tout. Cet après-midi-là, nous avons refait la route. Cette fois, je n'ai pas hésité en arrivant à la porte. Romain a ouvert, l'air de sortir du lit, son expression s'est aigrie en me voyant. Encore toi? A-t-il dit. Justine s'est avancée avant que je puisse répondre. Ambre Patterson et Romain Daniels,
a-t-elle dit clairement, vous recevez formellement cet avis d'expulsion. Vous avez 48 heures pour quitter les lieux. Romain a ri, il a vraiment ri. Tu es sérieuse? Ambre est apparue derrière lui, les bras croisés. C'est ridicule, a-t-elle dit, tu ne peux pas me jeter de ma propre maison. Je me suis avancé, la voix calme. Ce n'est pas ta maison. Ça l'a fait taire une demi-seconde. Puis je lui ai tendu un autre document. Et ça, ai-je ajouté, c'est une mise en demeure. Tu vas supprimer chaque post, chaque vidéo, chaque mention de moi et de mon fils immédiatement. Si tu ne le fais pas, nous passons au judiciaire. Le visage d'Ambre s'est tordu. Tu crois que tu peux tout contrôler? A-t-elle lancé. Non, ai-je dit, juste ce qui m'appartient. Elle s'est approchée, la voix baissée. Toi et ton gamin, vous êtes pathétique, a-t-elle dit, une triste petite vie à faire semblant d'être forte, pas étonnant que ton mari t'ait quitté. Je n'ai pas réfléchi, je n'ai pas hésité, je lui ai flanqué une gifle magistrale. Le bruit a résonné dans la pièce. Pendant une seconde, plus personne n'a bougé. La main d'Ambre est allée à sa joue, les yeux écarquillés par le choc. Romain a fait un pas en avant, mais Justine s'est interposée instantanément. Tu peux m'insulter autant que tu veux, ai-je dit, ma voix stable, contrôlée, mais tu ne touches plus jamais à la vie de mon fils, plus jamais. Le silence qui a suivi était différent, pas tendu, mais définitif. Justine a poussé les papiers vers eux. Signé. Cette fois, ils n'ont pas discuté. Romain a attrapé ses affaires en premier, sortant furieux comme s'il était au-dessus de tout ça. Ambre a mis plus de temps, traînant les pieds, faisant du bruit, essayant de se raccrocher à quelque chose qui était déjà parti. Quand elle a enfin atteint la porte, elle s'est retournée. Tu vas le regretter, a-t-elle dit. J'ai soutenu son regard. Et c'est pour voir. Et juste comme ça, elle était partie. Pour la première fois depuis des années, la maison était silencieuse. Mais les dégâts qu'elle laissait derrière elle ne faisaient que commencer. La maison semblait différente après leur départ, plus calme, mais pas apaisée. Ma mère se déplaçait comme si quelque chose de fragile s'était brisé en elle. Mon père ne parlait presque plus, il restait assis dans le même fauteuil la plupart du temps, fixant le vide, comme s'il essayait de comprendre comment tout avait pu dérailler si vite. Je suis resté juste assez longtemps pour m'assurer qu'Ambre et Romain étaient vraiment partis, pas de seconde chance, pas de retour surprise, plus de contournement des règles. Puis je suis retourné à Lyon, à ma vie, à la version de moi-même qui ne tournait pas autour d'eux. Pendant un certain temps, les choses se sont tassées. Ambre n'a pas arrêté immédiatement, cependant, elle a d'abord redoublé d'efforts, nouveaux postes, nouvelles plateformes, encore plus de mensonges. Elle transformait tout en un récit où elle était la victime et moi la méchante. Elle exagérait les détails, déformait les faits et créait des histoires entières qui n'avaient jamais eu lieu. Selon elle, j'étais une mère négligente, une arriviste froide, quelqu'un qui avait abandonné sa famille et n'était revenu que pour la détruire. Au début, ça s'est propagé, les gens parlaient, certains la croyaient, d'autres non. Mais comme tout ce qui est en ligne, ça a brûlé vite et s'est éteint encore plus vite. En quelques mois, l'attention est retombée, l'indignation est passée à autre chose. Son audience a rétréci, ses publications recevaient moins de réactions. Finalement, elle a arrêté tout court. Je n'ai pas répondu publiquement, je ne me suis pas défendu, je me suis concentré sur ce qui importait vraiment, Étienne, le travail, la paix. Mes parents se sont adaptés à leur manière, ils étaient prudents avec moi maintenant, polis, contrôlés, comme s'ils comprenaient enfin qu'il y avait des limites qu'ils ne pouvaient plus franchir. Je ne leur faisais pas payer de loyer, je ne les bousculais pas, mais l'accord restait exactement tel qu'il était, parce que cette fois, je n'allais pas me laisser culpabiliser pour réécrire les règles. De temps en temps, j'emmenais Étienne en visite, pas pour eux, pour lui, il méritait de savoir d'où il venait, même si les gens là-bas n'étaient pas parfaits. Puis, 7 mois plus tard, tout a encore basculé. L'appel est arrivé à 3 heures du matin, ma mère en pleurs, ton père s'est effondré. L'ambulance, l'hôpital. Je n'ai pas attendu, j'ai laissé Étienne chez une voisine, j'ai pris mes clés et j'ai conduit toute la nuit. Quand je suis arrivé, elle était seule dans la salle d'attente, paraissant plus petite que je ne l'avais jamais vue. Où est Ambre? Ai-je demandé. Je l'ai appelée, a dit ma mère doucement, elle a dit qu'elle essaierait de venir demain. Évidemment.
demain, toujours demain. Le médecin a dit que c'était une crise cardiaque majeure, il était stable, mais de justesse. Chirurgie, convalescence, complications, tous ces mots qui sonnent cliniques jusqu'à ce qu'ils soient attachés à quelqu'un que vous appeliez autrefois votre famille. Je suis resté jusqu'au matin, puis je suis retourné à la maison pour chercher quelques affaires. C'est là que je les ai vus, des factures empilées sur le comptoir de la cuisine, impayées, des mises en demeure, les frais médicaux s'ajoutant à tout le reste. Je les ai ramassés, les feuilletant une par une, sentant cette tension familière remonter. Quand ma mère est entrée et m'a vu avec les factures en main, elle s'est effondrée. On a essayé, a-t-elle dit, la voix tremblante, on a essayé de suivre les paiements, mais les frais médicaux de ton père. Elle n'a pas fini, elle n'en avait pas besoin. Je l'ai regardé, je l'ai vraiment regardé, et pendant une seconde, j'ai presque ressenti quelque chose proche de la sympathie. Puis je l'ai vu, un reçu de 500 €, un cadeau d'anniversaire pour Ambre le mois dernier. Je l'ai posé sur la table entre nous. Vous êtes en difficulté, ai-je dit lentement, mais vous pouvez encore lui envoyer de l'argent. Ma mère a baissé les yeux, honteuse. C'était son anniversaire. J'ai laissé échapper un soupir discret. Est-ce que tu te souviens du mien? Ai-je demandé. Elle n'a pas répondu parce qu'il n'y avait rien à dire. J'ai reposé les factures. L'accord ne change pas, ai-je dit. Elle a redressé la tête brusquement. Éléonore, s'il te plaît. Non, ai-je dit fermement, je ne recommence pas. Mais ton père. Mon père, ai-je répété, celui qui t'a regardé tout me prendre sans rien dire. Silence lourd, inévitable. Nous t'avons donné la vie, a-t-elle dit après un moment, sa voix se durcissant légèrement, nous t'avons élevé, ne penses-tu pas que tu nous dois quelque chose? C'était encore là, le même argument, la même manipulation, un autre jour, une autre crise, mais le même scénario. Je ne vous dois rien, ai-je dit, vous n'êtes pas à la rue, vous avez un toit grâce à moi, mais je ne suis plus votre filet de sécurité. Je suis parti après ça, mais je ne les ai pas abandonnés complètement, j'ai organisé une aide à domicile après sa chirurgie, non pas pour eux, mais pour moi-même, parce que j'avais besoin de savoir que j'avais fait ce qui était décent. Ambre s'est montrée une fois, 2 heures, a pris des photos et est repartie, exactement ce à quoi je m'attendais. La vie a repris son cours, lentement, tranquillement, jusqu'à la semaine dernière. Étienne s'est battu à l'école, je l'ai trouvé assis dans le bureau du directeur, un bleu se formant sous l'œil, la lèvre fendue. L'autre gamin était dans un pire état. Qu'est-ce qui s'est passé? Ai-je demandé. Il n'arrêtait pas de parler des vidéos, a dit Étienne, sur toi. J'ai fermé les yeux une seconde, puis je lui ai dit d'arrêter, il a dit qu'il ne le ferait pas. Alors Étienne a fait ce que je n'avais jamais fait à son âge, il a riposté. Ce soir-là, après qu'il soit allé se coucher, j'ai enfin fait quelque chose que j'évitais, j'ai cherché Ambre en ligne. Elle s'était encore réinventée, maintenant elle se présentait comme une sorte d'experte en traumatismes familiaux, vendant des conseils, utilisant notre histoire, déformée, tordue, rentable. J'ai fixé l'écran pendant un long moment. Puis j'ai reçu un message de ma mère, Ambre veut parler. J'aurais dû dire non, je ne l'ai pas fait. Nous nous sommes retrouvés dans un café le lendemain. Elle avait l'air différente, moins soignée, moins contrôlée, mais ses yeux étaient les mêmes. J'ai réfléchi, a-t-elle dit. À comment te faire de l'argent avec ça, ai-je répondu. Elle a tressailli, puis a soupiré. Je suis fauché, a-t-elle admis, complètement. Je n'ai rien dit. Romain est parti, a-t-elle ajouté, il a vidé mes cartes avant de s'en aller. Évidemment qu'il l'a fait. J'ai besoin d'aide, a-t-elle dit enfin. C'était là, pas une excuse, pas de responsabilité, juste un besoin. Qu'est-ce que tu veux? Ai-je demandé, un boulot, de l'argent, n'importe quoi. J'ai étudié son visage, il y avait encore de la manipulation, mais aussi quelque chose de nouveau, de la peur, une vraie peur. Je vais tout supprimer, a-t-elle dit rapidement, tous les posts, les vidéos, le livre numérique, tout. J'ai laissé le silence durer, puis j'ai hoché la tête une fois. Fais-le d'abord, ai-je dit, tout, et ensuite on parlera. Non, ai-je dit, tu gères ton propre désordre pour une fois. Une semaine plus tard, elle m'a envoyé les preuves, tout avait disparu. J'ai tenu parole, je lui ai trouvé un poste de débutante par l'intermédiaire d'un contact, rien de spécial, rien de facile,
mais un vrai travail. Elle m'a envoyé un SMS, merci. Je n'ai pas répondu parce que ce n'était pas du pardon, c'était de la distance, contrôlée, intentionnelle, nécessaire. Mes parents sont toujours dans cette maison, payant toujours leur traite, espérant toujours peut-être qu'un jour les choses redeviendront comme avant. Elles ne le redeviendront pas. La maison est à moi, les limites sont les miennes, et pour la première fois de ma vie, la fin de l'histoire m'appartient aussi.